Pour m'accompagner aujourd'hui, il y a Étienne Barillet, qui est spécialiste de Philippe Cadic, qui vient de sortir le petit guide à trimbaguette Philippe Cadic, qui est chez ActuSF. Norman Sminrad, qui est auteur de science-fiction, qu'on ne présente quasiment plus puisqu'il vient quasiment tous les ans aux Utopia. Voilà. Daniel Tron, qui est universitaire, spécialiste en, corrige-moi si je me trompe, en cinéma, le lien entre le cinéma et la science-fiction, et particulièrement Philippe Cadic. Je me trompe pas? Littéraire. Laurent Kessy, qui est auteur, qui a fait quelques papiers sur Philippe Cadic. Et Ariel Kirou, qui a publié 2 livres, dont un ABC Dick. Et nous vivons dans un monde, dans les mots d'un auteur de science-fiction. Donc voilà. Philippe Cadic est mort il y a exactement 30 ans. Il y a eu beaucoup d'actualités dickiennes, pour utiliser un terme qu'on trouve dans la communauté des lecteurs qui suivent Dick, par exemple par Total Greco, qui a connu une adaptation cette année. La réédition prochaine et continue de ses premiers ouvrages et une retraduction de certains avec par exemple une postface de Laurent. Mais ma première question sera toute simple. Comment, pour un profane, on pourrait présenter Philippe Cadic, puisqu'on parle souvent du phénomène Cadic, mais pour autant, je sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes là connaissent plus ou moins son œuvre, mais est-ce que quelqu'un pourrait se tenter à résumer qui il était, tout d'abord? Oui, je sais, c'est dur à 11h de commencer comme ça, mais... On pourrait dire que Philippe Cadic, 30 ans après sa mort, fait partie de ces auteurs qui sont des auteurs de genre, qui maintenant sont considérés comme étant des écrivains de littérature générale. Philippe Cadic est réédité dans 3 volumes, dans l'équivalent de la Pléiade aux États-Unis. Il voit l'intégralité de ses textes traduits en France. Aux États-Unis, il y a quasiment l'intégralité de ses écrits qui sont disponibles. Pas moins de 5 biographies ont déjà été écrites à travers le monde. Donc c'est d'une certaine façon presque une anomalie. Une telle pérennité et une telle diffusion qui est vraiment sensible au niveau mondial. À mon avis, Philippe Cadic, c'est le premier auteur qui a commencé donc à écrire des nouvelles en 52, donc à publier des nouvelles. Il a écrit avant, mais il en a publié à partir de 1952. C'est le premier auteur qui a mis en scène, qui a concrétisé cette idée qu'au fond, tout se passe au cœur de notre imaginaire et qu'il y a un jeu permanent entre le réel et tout le monde virtuel, quel qu'il soit. C'est le premier qui a mis en scène quelque part cette dimension et qui l'a concrétisée dans ses romans de multiples façons. Voilà. Si on devait, à mon sens, résumer l'apport principal de Dick, il est là. Il est dans ce rapport à l'humain et au réel qui était totalement inédit. C'est-à-dire qu'il sort de la pure science-fiction, qui prend des éléments du fantastique pour mettre en scène le possible impossible d'aujourd'hui. Voilà. Vas-y, Daniel. Norman. À mon avis, c'est un autre part de l'œuvre de Philippe Dick. Et ça, c'est l'idée littéraire, mais aussi philosophique, même métaphysique. Il a écrit beaucoup de romans avec le bout de vue première personne multiplex. Quelques personnages multiplex comme ça. Et à cette époque, dans les années 50, ça c'est rare. C'est une novelty, particulièrement dans la littérature de science-fiction. Même, en effet, la même chose à un autre niveau, ça c'est l'idée que la réalité basique n'existe pas.
toute la réalité est la réalité multiplex. Comme... subjective et multiple. Oui, oui. Et pas, c'est alternative, mais ça n'existe pas en réalité pure et dure, primaire, basic, natural, tout ça. Et ça, c'est un idée, à mon avis, très profond de la plupart de travail de Philippe Dick. Et la réputation de Philippe Dick était fait grand comme ça pour le film exactement. Autre chose, le Valis et tout ça. À mon avis, ça c'est pas très important. Ça c'est une autre chose. Mais c'est à un niveau littéraire et philosophique. À mon avis, Philippe Dick est le plus grand écrivain de roman période métaphysique qui ait jamais fait un travail comme ça. Bon, ben, j'ai laissé mes camarades défricher, donc je vais être de plus facile. Dick, dans une lettre à Stanislas Lem, se définissait comme un écrivain beat, c'est-à-dire la génération des Kerouac, qui lisait de la science-fiction quand il était jeune et qui a finalement trouvé son succès dans la science-fiction. Mais c'est vrai que dès le départ, on a quelqu'un avec une espèce de double carrière. Il va passer une dizaine d'années vraiment à plein temps à essayer d'être éditeur en littérature générale. Il commence aussi à écrire des nouvelles de science-fiction et finalement, au bout d'un moment, il décide de continuer dans le genre qui, peut le nourrir, parce que c'est quand même une notion assez importante chez lui. Et puis, une chose qui est frappante quand on lit dans la continuité, c'est-à-dire depuis le tout premier, qui d'ailleurs vient en fin cette année d'être traduit en français, qui est Gather Yourself Together en français, Aux Nations sans pudeur, et dès ce premier roman, les bases de cette réflexion philosophique et métaphysique sont là. Il y a une réflexion chez lui qui est constante sur le temps et sur effectivement le rapport entre un observateur et sa réalité. Et là, ce qui est étonnant chez lui, mais c'est un homme de paradoxe, ce que je viens de dire à tous les sens possibles du terme, c'est que ce qu'il a quelque part de nouveau ou de révolutionnaire dans la science-fiction, c'est de récupérer les plus anciennes réflexions métaphysiques. Parce que la notion même de métaphysique, c'est cette idée que la réalité échappe à nos sens. Et il va commencer cette réflexion-là dans des romans noirs, sociaux, avec déjà une réflexion sur le sens de l'histoire, avec un côté politique, et en même temps, il va faire bouger la forme même de son écriture, que ce soit en termes de style, de structure narrative, qui vont évoluer au fur et à mesure de sa propre réflexion. Et il va partir hors du genre, devenir un des auteurs les plus connus, ou des plus reconnus par en tout cas ses pairs écrivains dans le genre, de manière paradoxale, parce que certains de ses plus grands succès, en fait, rompent totalement des règles tenues comme étant importantes pour le genre, des règles de cohérence scientifique ou autres, et pour finalement ressortir du genre à la fin de sa carrière. Et aujourd'hui, si on veut prendre ce qu'est Dick aujourd'hui, il y a les lecteurs qui vont s'intéresser à cet aspect proprement littéraire de Dick, mais il faut être honnête que la fin de son œuvre ou le début de son œuvre ne sont pas les choses qui ont le plus d'influence aujourd'hui. Ce qui a le plus d'influence aujourd'hui, c'est que c'est un des premiers à penser effectivement la manière dont un univers saturé de technologie, on pourrait dire hyper médiatisé, va affecter la manière dont nous percevons le monde, nous percevons nous-mêmes. Et c'est cette question thématique centrale, qui peut être ou simplement par des appareils médiatiques ou par l'Android, qui va être adapté au cinéma. Et en fait, c'est l'auteur de science-fiction le plus adapté au cinéma. Pour quelqu'un qui se méfie à ce point-là d'Hollywood, c'est assez drôle. Voilà, c'était pas mal comme intro. Non, ça suffit. Ben moi j'ai plus rien à dire, ils ont tout dit, je vais résumer alors. Je trouve que ce qu'a dit Norman est très important, la multifocalisation dont il parlait, la multiplicité des points de vue, c'est un truc très important chez lui, dont il a usé, abusé, c'est devenu un procédé littéraire, donc voilà, ça devenait un canevas pour lui, dont il servait. Je crois que c'est Norman d'ailleurs qui, dans un article, a théorisé le premier, cette façon de construire ses récits chez Dick. Je pense aussi que, par rapport à ce que tu disais, il est tombé pile dans l'époque où on avait besoin de ça aussi, je pense. Il était dans la zeitgeist du moment et cette ouverture sur voilà, les mondes virtuels, nos points de vue multiples, la réalité n'est pas celle qu'on croit. C'était quelque chose qui était dans l'air du temps et ça explique aussi, je pense, son succès. Il était peut-être un petit peu en avance mais voilà, quand Hollywood a récupéré tout ça,
façon plus ou moins bonne. Ben, avec quelques années de retard, là on était pile dans le moment où il fallait. Et je pense que cet aspect temporel est important. Et je suis pas tout à fait d'accord avec Norman quand il dit que Valis et la trilogie divine n'est pas importante. Je trouve qu'en termes d'écriture, il était arrivé il arrivait à un point où vraiment il commençait à ouvrir des portes littéraires et j'aurais été très intéressé de voir ce qu'il allait faire après. Moi je trouve ça très intéressant au contraire. La fin de carrière. Je pense à une chose d'ailleurs, on peut sans problème rapprocher Dick d'autres à l'époque et des pas, notamment Adaoul Ardeur de Nabokov. C'est ça qui est aussi assez fascinant chez Dick, c'est qu'on peut le rapprocher autant d'auteurs de science-fiction dont il se réclamait complètement que l'auteur de littérature générale. C'est un auteur de science-fiction dont les deux auteurs favoris en gros sont Heinlein et James Joyce, pour résumer vraiment à gros traits. Le dernier roman, Philippe, c'est Timothy Archer. Je ne sais pas, The Transmigration of Timothy Archer. Je ne sais pas le titre en français. La transmigration de Timothy Archer. Et ça, c'est le dernier roman, après toutes les choses avec Valis et l'exégèse, etc. Et ça, c'est un nouvel niveau, un nouvel tour de Philippe K. Dick. Avec un personnage primaire féminin, totalement lucide, en effet, pas exactement une vraie histoire, mais près de son relationship avec Bishop James Pike. Et c'est une nouvelle Philippe Dick, et dommage, ça c'est le fond, c'est un désastre, en tragédie comme ça, mais ça c'est peut-être un management ou un synthétisme dans ces choses qu'il a écrit, je crois, 11 romans mainstream in advance de la coalition. Je crois que c'est 11 inédites. Et avec Timothy Archer, il fait un mélangement de les deux portions de son vie et son carrière. C'est un des créateurs de l'autofiction. Historiquement, c'est un des premiers, avant même d'ailleurs que le terme ait été théorisé, il en avait déjà écrit. Ce que dit Norman, oui, le mélange entre la SF et la littérature générale qu'il a. C'est vrai que c'était une nouvelle voie, Timothy Archer, et ça ouvrait vraiment sur quelque chose d'intéressant. Il y avait déjà eu ça dans un roman, je sais que tu adores, c'est Couler mes larmes, dit le policier, je pense, qui fait déjà cette synthèse. Et qui est pas assez Substance Mort aussi, je pense Substance Mort est pas loin, c'est qu'il y a les 3 romans qui sont dans cette logique-là, sont Substance Mort, Couler mes larmes, et puis la transmigration de Timothy Archer. Sachant que moi ce que j'aime bien aussi, d'ailleurs on retrouve ça chez les derniers William Gibson, c'est que ça se donne comme des romans réalistes, et par exemple dans Substance Mort, il y a des petits détails. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sorte d'appareil qui a l'air d'une sorte d'appareil hi-fi du futur, comment dire, il s'appelle le céphaloscope, ou je sais plus quoi. Voilà, le 1, c'est le... et il a plein de noms différents à plein de moments, c'est-à-dire qu'on c'est comme le complet brouillé. Bon, alors il y a moins ça dans la transmigration, qui est peut-être là pour le coup totalement réaliste, a priori, en dehors du mental, du début à la fin, mais dans Couler mes larmes, il quand même a une logique effectivement où la drogue a un rôle essentiel, puisqu'effectivement il est dans un autre monde, hein, totalement, et Substance Mort, on retrouve finalement ce côté, notre présent est un futur. Voilà, c'est-à-dire que il n'y a plus de, voilà, on n'est plus ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans le présent, on est dans quelque chose qui nous appartient, qui nous parle ici et maintenant. Et ça, effectivement, c'est assez fort et assez inédit par rapport à l'époque. Ah mais une dialectique fiction-réalité chez lui, enfin, il a varié sur le même thème à peu près tout le long de sa carrière, même avant d'écrire de la science-fiction même. Si on regarde Yourself Together, le tout premier, on est dans une uchronie. Voilà, qui se passe dans une enclave américaine en Chine. Donc on a un arrière-plan de science-fiction, mais il s'en fout complètement. Il était très jeune, hein, c'est un roman de jeunesse quand même, mais c'est pas ce qui l'intéresse finalement dans le récit. Il s'intéresse à une espèce de tragédie entre des personnages. Voilà, c'est un triangle amoureux, en gros. Et c'est assez étonnant parce que ça fait la relation entre les personnages fait exactement penser à ce que faisait Eugene O'Neill en littérature générale au début du siècle, avec des personnages très on va dire des masques. C'est vraiment des masques, des types assez formels. Et avec à la fin du livre, avec l'arrivée des Chinois, une espèce d'envolée philosophique.
Et le moment où vraiment il va faire cette bascule vers la SF, on a les Confessions d'un Barjo, pardon, où là on a la mise en scène d'un idiot qui voit le monde à travers les pulps de science-fiction. Et donc avec déjà, toujours chez lui, un côté apocalyptique. Hein, il sait que la fin du monde va arriver à telle date, il en est sûr. Il a des preuves. Il voit les signes partout autour de lui. Et ce roman-là, qui va être le seul, du coup, il en était très content à être publié de son vivant en littérature générale. Juste après, on a le Maître Dieu au château. Et là, pareil, on est dans une uchronie. On est dans une uchronie où les Allemands ont gagné la guerre, les États-Unis sont occupés, et on a un des personnages au milieu, on a cette ouverture à la fin où tout d'un coup, il y a une rupture de niveau de réalité, il passe dans un autre monde, et il passe dans un autre monde qui ressemble méchamment au nôtre. À Détroit. Mais qui n'est pas le nôtre, mais qui ressemble méchamment. On construit un ensemble d'univers, et à chaque fois, il y a quelque chose chez lui aussi qui était, et qui fait en fait cet arrière-fond philosophique, et qui finalement va pas tellement dans le sens de beaucoup de codes de la science-fiction, qui est justement de laisser des fins ouvertes, ou de ne pas laisser assez de choses au lecteur pour pouvoir reconstruire une fin, ou se dire, ok, la situation elle était là, ça c'est mon point zéro, lui il était dans tel état, et jamais, parce que lui-même va jamais trouver la solution. Dans Le Maître du Haut-Château, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que comme moi, je l'ai relu lorsqu'il a été réédité, en fait, bon, hein, tout récemment. Et il y a une fenêtre donc vers ce qui semblerait être notre monde. À un moment donné, effectivement, par une sorte de syncope, donc d'un des personnages qui est un agent commercial japonais, hein, qui tombe dans une syncope, qui se retrouve dans notre monde, qu'il trouve absolument ignoble.